Bien, chers amis, bienvenue, bonjour, bienvenue en 2025 sur Global Africa Télé-Sud pour Africactu numéro 17, avec toujours notre ami Emmanuel Dupuis. Bonjour Emmanuel, Alfred. bonne année. Je vous souhaite une bonne année et je souhaite aux téléspectateurs de plus en plus nombreux une excellente année aussi. Donc Emmanuel, président de l'IPSE, l'Institut de prospective et sécurité en Europe. Est-ce que Emmanuel, vous qui êtes un garçon très observateur, pardon, un monsieur très observateur, vous avez remarqué que je n'ai pas pris de cheveux blancs pendant les vacances de C'est vrai, Noël. vous avez rajeuni. Mais vous en avez pris encore. Oui, bon, on ne peut pas blanchir davantage. Mes cheveux peuvent éventuellement jaunir, mais pour l'instant, ils sont bien là où ils sont. C'est la fin de la récré des fêtes de fin d'année. Alors, le président Emmanuel Macron a démarré très fort au début d'année à la conférence des ambassadeurs français, qui est un événement qui est organisé chaque année. Ils viennent à Paris, et il a fait une déclaration qui a été très remarquée en Afrique, comme vous le savez bien, comme quoi certains pays africains n'ont pas dit merci à la France, qui est intervenue à leur demande, au Sahel par exemple. Et si la France n'était pas intervenue, leurs États ne seraient peut-être pas là, tels qu'ils sont aujourd'hui. Bon, évidemment, ça n'a pas plu du tout. Je dis ça en même temps, moi je n'ai vu que les réactions du Tchad et du Sénégal. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres, mais vous savez. Non, je n'ai pas entendu de réaction malienne ni burkinabé. Voilà, parce qu'en fait, d'après les officieux a posteriori, ils visaient évidemment les trois pays du Sahel. Et donc, Emmanuel, tant sur le fond que sur la forme, qu'est-ce que vous inspire cette déclaration du président ? Écoutez, déjà, on est, je pense, tous les deux, et au-delà de ce plateau, d'accord sur la maladresse des propos du président. Le président a voulu objectiver, factualiser, c'est le mot qu'il a utilisé, je ne sais pas si c'est très français, mais enfin, il l'a utilisé 2 fois, en mettant en avant que la France n'avait pas à rougir de son engagement militaire, économique, et de sa relation sociétale avec les continents africains, en se justifiant. Donc la simple posture de la justification montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'emblée. En tout cas, qu'il fallait remettre les choses sur le devant de la scène. Ensuite, ce que m'inspire cette prise de parole, premièrement, qu'elle était paradoxalement très courte. Il y a eu 1h43 de discours, oui, et seulement 10 minutes consacrées au continent africain. Alors vous me direz que tous les sujets qui ont été évoqués, la lutte contre le terrorisme, la résilience de nos sociétés face à la désinformation, l'adaptation face aux enjeux climatiques ou des nouvelles technologies ou de l'intelligence artificielle, qu'emporte un volet entre nos deux continents. Mais il a tenu à séquencer en posant les jalons de ce qu'il estimait ne devait pas être critiquable et donner sa part de vérité sur les critiques qu'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement, de responsables des sociétés civiles, de citoyens africains ont interprétées par rapport à son discours. Donc, ça prouve que le barycentre stratégique d'une présidence française qui était focalisée sur Sahel entre 2012 et 2020 n'est plus. Et que le président Macron estime que, évidemment, de manière parfaitement inadaptée à l'importance stratégique du continent, que c'est un sujet parmi d'autres. Ensuite, le président Macron a été très maladroit dans le sens où il a fustigé un certain nombre d'actions menées par la France qui, accessoirement, étaient mal nommées. Le simple fait d'évoquer le fait qu'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement avaient appelé la France à la rescousse, c'était évidemment vrai au Mali en 2013, où le président Hollande a répondu à une demande du président de transition suite au coup d'État de 2012. Le fait que s'il n'y avait pas eu l'intervention militaire, l'opération Serval, sans doute, l'histoire l'a prouvé, que les groupes narco-djihadistes et les groupes rebelles ayant fusionné auraient sans doute mis à mal l'intégrité territoriale du Mali. Ça, c'est incontestable.
Le problème de la prise de parole d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a mis cela en perspective d'un temps beaucoup plus long, né d'une désillusion quant à la capacité française et à la capacité de l'action militaire française à lutter avec efficacité, avec autant d'efficience que nous le souhaitaient les pays en l'occurrence. De ce point de vue, quand le président Macron évoque l'ingratitude ou l'impolitesse, puisque le mot de la politesse a été évoqué, il mélange deux choses. Il mélange les trois pays qui ont demandé impoliment, d'une certaine façon, parce qu'ils leur ont demandé, il nous a été demandé de manière assez péremptoire de quitter les territoires dans lesquels nous étions. Nous n'avions pas de base prépositionnée. Au Mali, nous avions des bases qui étaient contingentes à une opération de contre-terrorisme, opération Serval à partir de 2013, puis opération Barkhane à partir de 2014. Ce qui est vrai au Burkina Faso, il y avait une base des forces spéciales, mais, ou au Niger, où là, nous avions une base, évidemment, qui était davantage liée, non seulement à la lutte contre le terrorisme, mais à une présence plus ancienne, eu égard à la capacité donc à protéger les intérêts miniers. C'est une réalité aussi que le président Emmanuel Macron n'a pas forcément évoquée dans son discours. Donc, cette partie-là est vraie. Maintenant, il y a eu un mixte avec deux autres pays dans lesquels la question ne se posait pas, parce qu'elle est d'une autre nature. Le prépositionnement de nos bases militaires au Sénégal, les 4 emprises que nous avons au Sénégal, et les 3 bases militaires françaises que nous avons au Tchad, en plus de Djamena. Et donc, il y a une sorte d'amalgame. D'ailleurs, vous l'avez évoqué, Alfred, il n'y a pas eu de réaction des 3 pays du Sahel. Il y a eu des réactions du Sénégal et du Tchad, en évoquant le fait que le président Macron avait été sans doute un peu inconsistant, selon leurs mots, en tout cas celle de Abderrahmane Koulamala, le porte-parole et ministre des Affaires étrangères du Tchad, qui a fustigé les prises de parole du président. Donc, maladresse sur la forme. Sur le fond, le président n'a pas forcément eu tort. Premièrement, il a rappelé ce qui avait été critiqué vertement, si on puisse s'exprimer ainsi, sur le 2 poids 2 mesures. Nos partenaires africains nous récusent souvent l'idée sur laquelle on oublierait le sacrifice ô combien important, ô combien nécessaire d'être rappelé constamment, de manière historique, du poids et du rôle qu'a pu jouer, ou qu'ont pu jouer, les différents tirailleurs sénégalais notamment, pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, au prorata des victimes françaises. Et notamment, le président Emmanuel Macron a rappelé les 58 militaires français tombés au Sahel, dont les 46 décédés au Mali. Alors, il ne s'agit pas de les comparer, mais il a sans doute, encore une fois, maladroitement rappelé qu'il faut aussi se souvenir de cette dimension mémorielle importante pour les nombreuses familles qui ont eu à déplorer des victimes morts, non pas seulement pour la France, mais morts pour assurer la sécurité de ces pays. Alors sur le fond, vous avez répondu, Emmanuel, mais sur la forme, parce que moi je me suis dit, mais c'est le style Trump qui est en train de se déverser partout, une manière un peu crue, un peu très frontale de dire des choses. Et alors, bon, c'est désagréable sur le moment, mais on se dit peut-être qu'après, voilà, on a fait le ménage dans les esprits aussi, et on va pouvoir repartir sur de nouvelles bases, peut-être. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a un peu de Trump chez Macron. En tout cas, il y a beaucoup de Macron aujourd'hui, comme Macron dès le début de son mandat. Parce que si on prend les différents discours qui ont ponctué la geste africaine du président, novembre 2017, Université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, discours prononcé en juillet 2022 à Yaoundé, c'est la même chose. Des grandes envolées lyriques, une forme de minoration de ce qui va mal, et en évoquant le fait qu'on en oublie ce qui va bien. Et donc la tonalité d'Emmanuel Macron n'a pas beaucoup changé. On a souvent coutume de dire que le discours fait foi. Le problème, c'est quand il sort du discours. Et c'est ça, en fait, il faut avoir l'honnêteté de le dire, ce qui s'est passé pendant le discours des ambassadeurs. Toute la partie normée
le rappel de la séquence mémorielle, avec la restitution des artefacts au Bénin, la présence, j'allais dire modernisée, ou le redéploiement, on va en parler sans doute en évoquant le rapport de Jean-Marie Bockel, la nouvelle façon de percevoir la relation sécuritaire avec le continent africain, le fait de décupler notre intérêt pour la zone francophone et pas exclusivement francophone, en se tournant vers le Kenya, première visite d'un président français depuis 25 ans. Le président Emmanuel Macron s'est rendu à Addis Abeba, deuxième visite en Éthiopie, seulement durant le mandat du président, en rappelant la venue de Bola Tinubu, le président du Nigeria, la première économie du continent, ou la deuxième en concurrence avec l'Afrique du Sud. Tout cela méritait d'être dit. Le seul problème, c'est qu'on a focalisé l'attention sur quelques bribes de son discours en oubliant tout le reste. Et de ce point de vue, je crois qu'il y a sans doute une double responsabilité de Emmanuel Macron lui-même et surtout du désintérêt de l'ensemble des acteurs qui ont finalement entendu le désintérêt de l'exécutif français vis-à-vis du continent africain, avec un certain nombre d'entreprises françaises qui n'accompagnent plus ou qui accompagnent moins notre ancrage économique dans un certain nombre de territoires. Le fait qu'un certain nombre d'entreprises européennes sont de plus en plus concurrentielles contre nous, et non pas seulement vis-à-vis de la Chine, dont la présence est ancienne, ou de la Russie, dont la présence est lilliputienne. Et puis, il faut aussi avoir l'honnêteté de rappeler que la France est un peu trop faible pour, à elle toute seule, porter la voix de l'Europe sur le continent africain. C'est clair, oui. Et puis en mode relatif, on est devenu un petit pays, en fait. Si l'on compare la capacité de l'ensemble des 27 économies européennes à peser dans le développement consubstantiel des deux continents, effectivement, la France n'est plus exclusive dans la relation avec le continent africain. Oui, parce qu'il y a naguère encore, les Allemands ne s'intéressaient pas à l'Afrique. Les Allemands, les Espagnols, les Italiens, les Hongrois, on l'a vu pendant la présence semestrielle du Conseil de l'Union européenne. Justement. On va le voir aussi avec les Polonais, car les Polonais aussi ont un intérêt manifeste vers le continent africain, et pas seulement auprès des économies les plus fortes et les plus résilientes. Alors, il y a un ministre, M. Lecornu, qui est ministre des Armées, qui a fait un commentaire a posteriori donc, de cette intervention qui a été très commentée, qui a dit « mais il n'y a pas que les armées pour prendre la dimension de la présence de la France en Afrique, il y a aussi l'économie, c'est bien plus important », il a dit à peu près ça en substance. Mais il a conclu son intervention en disant « mais si on nous redemande d'intervenir à nouveau, qu'est-ce qu'on fera ?» Ça, je ne connais pas la réponse. Au moins, il a eu l'honnêteté de le dire. Oui. Parce que, effectivement, cette réalité est importante. Si on prend pour acquis les conclusions du rapport de Jean-Marie Bockel, l'envoyé personnel du président de la République, qui a remis son rapport officiellement le 25 novembre dernier, rapport qui est classifié, faut-il le rappeler. En gros, on ne va pas tergiverser sur les chiffres, ils ont été suffisamment diffusés pour qu'ils ne soient pas totalement réels, d'autant plus qu'ils sont devenus caducs, avec la volonté du Sénégal et du Tchad que nos troupes partent le plus rapidement possible. Je mets de côté le Gabon, qui ne s'est pas exprimé aussi par rapport au discours. Le président de la transition Liguine ne s'est pas exprimé par rapport au discours d'Emmanuel Macron, ni le président Ouattara. Mais le président Alassane Dramane Ouattara, qui est dans une logique de réflexion par rapport à un éventuel 4e mandat, se réserve le droit de ne froisser personne. Donc il a évoqué, lors de son discours du 31 décembre, un départ progressif, un départ concerté, ce qui est effectivement dans le rapport Jean-Marie Bockel, qui, en résumé, aboutit à un désengagement, un redéploiement de 2/3 de nos troupes dans nos bases du Sénégal, du Gabon, de la Côte d'Ivoire et du Tchad. Si on enlève le Sénégal et le Tchad, où vraisemblablement on ira vers une diminution drastique, il restera la Côte d'Ivoire et le Gabon. Alors tout dépend où les crises pourraient advenir. C'est vrai qu'il sera plus compliqué de déployer des troupes de la seule base que nous maintenons, enfin des 5 emprises que nous maintenons à Djibouti.
et des 1500 hommes que nous y maintenons. Beaucoup moins que les 2200 que nous avions encore il y a une dizaine d'années. C'est vrai qu'il sera plus compliqué de redéployer de déployer d'éventuels militaires français venant de la France. Tout comme il sera difficile, par rapport à l'immédiateté et par rapport aux risques encourus par un certain nombre de pays, toujours en face aux prises à la menace terroriste, de réagir rapidement, comme ce fut le cas lors des attentats de 2015 à Ouagadougou ou au Mali, puisque nous avions des forces spéciales dans les deux villes. Donc l'intervention n'a pris que quelques heures, ou quelques minutes, quelques minutes. Ouais. Allez, quelques heures, soyons objectifs. Là, évidemment, on ne sera plus dans cette configuration. Maintenant, le ministre Sébastien Lecornu dit autre chose. Il évoque le fait que la présence française ne disparaîtrait pas et qu'elle serait autre. Alors, il n'a pas besoin d'aller au-delà de son portefeuille ministériel. La présence est déjà autre. Depuis 1998, on a formé près de 20 000 militaires, membres des forces spéciales, douaniers, officiers de sécurité publique, dans le domaine de la défense, de la sécurité, de la protection des frontières, à travers une vingtaine, 20 précisément, ENVR, École nationale à vocation régionale, dans 10 pays africains. Ça, il n'y a aucune remise en cause. Car il s'agit d'équipements, d'entraînement, de partage de renseignements, de partage d'expertise, de formation, d'aide au processus décisionnel, dans des domaines dont tous les pays, et pas seulement sur le continent africain, ont besoin d'expertise internationale. La lutte contre la cybercriminalité, la lutte contre l'expertise de plus en plus militaire des narcotrafiquants, où l'on découvre que les principales saisies de drogue se font aujourd'hui au large des côtes africaines, le long du golfe de Guinée, où l'on se rend compte que la cocaïne qui venait jusqu'à présent, qui transitait jusqu'à présent de manière artisanale, devient industrielle venant des côtes d'Amérique latine pour traverser le désert sahérien, pour ensuite irriguer à près de 30 ou 40% les importations de produits opiacés sur le continent européen, avec la criminalisation des réseaux de migrants. Bref, les pays africains ont besoin d'expertise en matière de cybersécurité, en matière d'adaptation, de prise en compte de la dimension militaire de l'intelligence artificielle, sécurité des frontières, lutte contre la piraterie maritime. Il y a une multitude de domaines, d'éminages, dans lesquels l'expertise française est recherchée. Donc de ce point de vue-là, Sébastien Lecornu a raison de rappeler que le continent africain est un continent qui a besoin de s'armer, qui a besoin de renforcer sa résilience, qui a besoin d'adapter ses outils sécuritaires aux menaces d'aujourd'hui. Et de ce point de vue, les entreprises de défense françaises, c'est comme ça que moi j'ai perçu la prise de parole de Sébastien Lecornu, doivent avoir le courage de s'engager sur le continent africain, comme ils l'ont fait durant la dernière décennie, dans le Golfe Persique, et comme ils, vis-à-vis des marchés ô combien importants de la péninsule arabique, comme ils le font de plus en plus vers les pays du Maghreb, il y a là aussi un domaine dans lequel la concurrence sera de plus en plus forte, car les Turcs, les Israéliens, les Chinois bien sûr, l'Empire ottoman, l'Empire chinois, les Indiens ne nous laisseront peu de place, en tout cas ça sera dans une vraie concurrence. Tout à fait. Mais Emmanuel, là vous venez d'évoquer les entreprises et leur expertise qui est reconnue mondialement. Et c'est autre chose que les militaires, je veux dire. Parce que dans la psyché collective africaine, enfin en tout cas des pays qui étaient les anciennes colonies, la présence militaire c'est perçu comme un reliquat de la présence coloniale, quoi. Donc il y a un amalgame ça dépend de la forme de l'engagement militaire. Oui. Le président Emmanuel Macron, dans son discours, a laissé filtrer ce qui est en train de créer une petite polémique au Bénin, la confirmation qu'il y a aussi des troupes françaises au Bénin, dans ce qu'on appelle, excusez l'anglicisme, un light footprint, donc une empreinte très légère. Pas besoin, là encore une fois, je ne fais que l'exégèse du discours présidentiel, d'avoir une base
militaire française identifiée avec 1000, 2000 hommes. Le président Macron évoque 2000 hommes. Le camp de Gaulle, par exemple, à Dakar, pour agir, pour être aux côtés des forces armées, dont le but n'est pas d'être, de se substituer à elles, mais bien de les accompagner dans l'adaptation de leurs menaces sécuritaires. Donc le ministre Sébastien Lecornu entend peut-être réévaluer la nécessité pour que l'offre d'expertise, l'offre militaire française, soit en relation ou en rapport avec l'expression des besoins sécuritaires des continents africains. Et de ce point de vue, la présence de militaires français est aussi un élément qui a pu occasionner des rentrées financières pour les pays africains. Si vous prenez la location des espaces, les emprises militaires, les bases que nous rendons, les 4 emprises militaires que nous avons au Sénégal, les 4 bases que nous avons au Tchad, la présence donc du dispositif Licorne, enfin la suite du dispositif Licorne, ça occasionne aussi des rentrées financières pour les États. Et ça aussi, c'est un élément que l'on n'évoque pas forcément avec prégnance. On pourrait l'évoquer par rapport à Djibouti. Là, c'est une réalité financière importante. Je vous dirai plus jamais mes questions à l'avance. Mais non, mais allons-y, c'est important. Parce que vous répondez avant que je pose. Bon, le rapport Bockel, je voulais l'évoquer. D'ailleurs, Télésud, Global Africa Télésud a reçu Jean-Marie Bockel il y a quelques jours, où il s'est exprimé par rapport à tout ça. Il explique ce que son rapport, qui n'est hélas pas accessible puisqu'il est classifié à la demande de la présidence de la République, quel était le sens de sa mission. Voilà. Une mission à regarder. Parce que, bon, si on fait une lecture rapide, juste un mot après on passe à autre chose, si on fait une lecture rapide, si on se concentre uniquement sur la question des effectifs militaires, dont il était préconisé qu'ils le fussent amoindris, il est déjà obsolète, le rapport. C'est pour ça que... mais il y a d'autres ingrédients et d'autres éléments. Je n'ai pas voulu rentrer dans cette polémique des chiffres, parce que ce qui était proposé de passer de 300 au Sénégal à 100, 300 à Port-Bouët en Côte d'Ivoire, 300 à Libreville, etc., à Port-Gentil au Gabon, n'a plus lieu d'être. Emmanuel, il nous reste 3-4 minutes, venons-en à Djibouti. Parce qu'on se pose la question, mais est-ce qu'on peut se faire expulser de Djibouti, bien qu'on paye 30 ou 32 millions d'euros de location foncière par an, comme les Américains, comme les Chinois, comme d'autres. Quel est le niveau de sécurité, si vous êtes président de la sécurité d'un contrat que je n'ai jamais caressé d'un contrat de ce type? Je pense que personne n'a vocation à être expulsé du Djibouti. Premièrement, parce que c'est l'endroit où sont concentrés le plus grand nombre de bases militaires sur le continent africain. Vous avez une dizaine de pays qui, du spectre le plus large, c'est-à-dire les 1450 militaires français qui sont situés dans 5 emprises militaires, une base navale, une base aérienne, le centre d'aguerrissement, le centre d'expertise et d'aguerrissement de la guerre dans le désert, le C4, le 5e régiment interarmes d'outre-mer, le 5e RIAM, ainsi de suite, sans compter une base japonaise, la seule base militaire japonaise en dehors du Japon, une base militaire italienne, un dispositif militaire espagnol dans le cadre de l'opération Atalante, la lutte contre la piraterie depuis 2009, une base chinoise. Et des Allemands aussi. Une base allemande, une base chinoise, les Émirats arabes unis qui s'intéressent de près à l'installation de bases tout autour, il y en a au Somaliland, une base russe qui se situe en Érythrée. On a là une concentration absolument gargantuesque de militaires étrangers. Une base chinoise, 400, mais avec une base qui peut contenir, dit-on, 10 000 possiblement soldats chinois.
Donc le président Omar Guelleh n'a aucun intérêt à se passer d'une manne financière. 130 millions d'euros l'année dernière de bénéfices, 3%, aboutissant ou représentant 3% du PIB. 30 millions d'euros que la France paye annuellement, 60 millions pour nos amis américains qui ont récupéré une partie du camp Lemonnier, une partie de c'est pour ça que ça s'appelle Lemonnier. Ah, d'accord. C'était un camp français, c'était une partie. Moi, je crois que c'était un reliquat de la Louisiane. Moi, non, c'était en fait, c'était la partie, c'était en fait l'hôpital militaire français qui a été rétrocédé aux Américains, qui ont 900 hommes, faut-il le rappeler aussi. Donc, je pense qu'il n'y a aucun risque à ce que Djibouti soit démilitarisé. Il y a d'autant moins de risques que Djibouti soit démilitarisé que Djibouti n'est pas une base purement africaine. C'est une base qui assure la sécurité du détroit de Bab el-Mandeb, où transitent 40% des transits énergétiques planétaires, donc qui sécurise la mer Rouge, le golfe d'Aden, avec la logique qui intéresse les Émirats arabes unis. C'est pour ça qu'ils ont une base militaire à Socotra, dans une île au large de Djibouti. Et puis bien évidemment, quand vous êtes à Djibouti, vous êtes en face du Yémen. Et donc vous êtes dans une dimension qui est autant conflictuelle par rapport à la crise israélo-iranienne que la question du terrorisme. Al-Qaïda, dans la péninsule arabique, y avait trouvé son enquistement, ceux dont malheureusement, qui étaient malheureusement à l'origine de l'attentat de Charlie Hebdo, il y a de cela 10 ans, ainsi de suite. Donc la question de Djibouti n'est pas seulement une question qui assure la sécurité de la Corne de l'Afrique, c'est une base qui assure la sécurité de la zone Indo-Pacifique, du Proche-Orient, de la Corne de l'Afrique et de l'ensemble de cette région de manière, j'allais dire holistique ou à 360 degrés. Donc pour toutes ces raisons, personne n'a vocation à quitter Djibouti et le président Omar Guelleh en fait finalement son assurance vie. Bah écoutez, pour une fois qu'il y en a un qui a une vraie assurance vie, on va pas simple. Enfin, le président djiboutien, ça peut être quelqu'un d'autre qu'Omar Guelleh, mais il semblerait qu'il l'utilise à bon escient. Merci Emmanuel. Merci à vous Alfred. On se retrouve dans 15 jours. Avec plaisir. Et nos amis, alors quant à nous, on se retrouve pour la deuxième mi-temps avec monsieur Soufiane Frimous, qui est un jeune quadragénaire universitaire franco-marocain et qui a créé l'Institut de l'Africanité. Et pour dire toute la vérité, l'interview a été préenregistrée. Parce que vous allez voir, j'ai les cheveux beaucoup plus longs. Bon, enfin, c'est vrai, j'ai un peu traîné sur Internet la semaine dernière. Ah. Je suis tombé sur des codes craqués. Mais moi, j'ai pas craqué, hein. Bravo. J'ai tenu bon. Je suis fier de vous. Je tiens bon. C'est bien. Merci à vous, qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. Je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon. Dans son discours, l'ambassadeur du Gabon au Congo, doyen du corps diplomatique, René Makongo, qui a salué la vitalité de la diplomatie congolaise, a loué les efforts du président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans la résolution des différentes crises à travers le monde, notamment en Libye, et la recherche de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Aussi, les membres du corps diplomatique ont-ils insisté sur la protection et la préservation de l'environnement, la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes, car la jeunesse africaine, faute d'emploi, meurt dans les océans à la recherche de l'Eldorado. Le corps diplomatique voudrait relever les efforts inlassables de votre Excellence à la tête du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye en faveur d'une solution définitive à la crise qui sévit dans ce pays depuis plus d'une décennie. Je vous encourage à poursuivre sur cette voie et de peser de toute votre influence diplomatique pour convertir l'ensemble des belligérants à la nécessité d'une réconciliation nationale, condition sine qua non d'un véritable relèvement de la Libye. Le corps diplomatique salue également, en sus de votre investissement dans la résolution de conflits, votre engagement pour la promotion des causes les plus nobles, à l'instar
de la protection de l'environnement, dont vous avez très tôt perçu son caractère vital pour la survie même de l'humanité. Le corps diplomatique se réjouit également des mesures prises sur le plan sociétal afin de répondre aux aspirations légitimes des jeunes et des couches les plus vulnérables de la population. Après avoir suivi avec intérêt le corps diplomatique, le président Denis Sassou Nguesso a salué la qualité exemplaire de la coopération qui existe entre le Congo et les différents pays représentés, tout en revenant sur les crises qui sévissent à travers le monde. Face à ces conflits et crises, le chef de l'État rappelle que le Congo n'est pas resté silencieux. Ainsi, il invite les partenaires à soutenir les efforts du Congo dans la restauration de la paix dans les pays africains, tout en encourageant les efforts de l'Angola dans la résolution de la crise à l'est de la RDC. Je salue les efforts du président João Manuel Gonçalves Lourenço, médiateur de l'Union africaine dans la crise qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. J'ose espérer que les initiatives menées, qui ont déjà permis de créer les conditions de dialogue avec la République du Rwanda, conduiront à des entretiens directs entre les plus hautes autorités des deux pays. J'exhorte, une fois de plus, les partis à privilégier les vertus du dialogue dans le cadre des négociations en cours, moyen adéquat de résolution de conflits. La République du Congo poursuit sa plaidoirie de la résolution sur la décennie mondiale de la forestation et le reboisement afin de protéger la planète face aux catastrophes naturelles et changements climatiques, a-t-il indiqué. Le Congo reste ouvert à toute coopération gagnant-gagnant, a conclu le président Denis Sassou Nguesso avant d'appeler à une paix durable dans le monde. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous recevons pour la deuxième partie de l'émission Monsieur Soufiane Frimous, qui est un jeune universitaire. Chez les universitaires, on est jeune longtemps, il a la petite quarantaine, mais bon. Jeune universitaire franco-marocain à Corté, qui est habilité à diriger des travaux de recherche en management. Il est aussi chercheur associé à l'ESCP Paris, l'École supérieure de commerce européenne, enfin bon. Et puis aussi à l'université Mohamed VI, qui monte Polytechnique, Mohamed VI Polytechnique, qui d'ailleurs a ouvert un campus à Paris. Voilà. Cher Soufiane, je suis ravi de vous accueillir parce que nous partageons beaucoup de centres d'intérêt et je suis fier aussi de vous accueillir parce que c'était en avril 2020. Je crois que j'étais le premier, ou en tout cas l'un des premiers, à parler de votre ouvrage qui parlait du management à l'africaine, puisque c'est votre spécialité, le management, et dont le titre était « Lorsque l'Afrique s'éveillera, le management tremblera ». Tout à fait. Pour paraphraser le célèbre « Quand la Chine s'éveillera d'Alain Perfit ». Alors qu'est-ce que c'est le management à l'africaine? Commençons par là. Merci Alfred de me donner cette possibilité d'échanger avec vous. Effectivement, vous avez été l'un des premiers à me faire confiance et à publier mes travaux. Je vous en remercie. Alors pour répondre à votre question de manière assez synthétique et précise, le management à l'africaine, il repose sur cette volonté de valoriser les contingences locales, parce que comme vous le savez très bien, manager une entreprise à Dallas, ce n'est pas manager une entreprise à Damas. Il y a des spécificités à la fois culturelles, contextuelles, il y a un enracinement, il y a un savoir-faire, il y a des ficelles à appréhender pour effectivement répondre aux besoins à la fois des cadres, mais également des populations locales, être en prise avec des réalités. Et le management anglo-saxon a tendance à ignorer ces spécificités, à être un petit peu hors sol, d'où son inefficacité à la fois économique, mais également au niveau sociétal. L'intérêt de parler d'un management à l'africaine, c'est véritablement être à la croisée des chemins et être en phase avec un aspect opérationnel, être au plus près des populations, mais également
être en adéquation avec la dynamique managériale et opérationnelle des entreprises. D'accord. Alors, il y a un extrait que j'avais trouvé dans votre livre, c'était l'histoire d'une entreprise minière qui était en Centrafrique, si je me rappelle bien, et où tout à trac, il y a eu une grève. Et alors, les responsables européens se demandaient qu'est-ce qui se passe, parce qu'il n'y avait pas de conflit, justement. Il y avait juste un problème, c'est qu'ils venaient d'embaucher 10 personnes, et sans en aviser les chefs coutumiers du village ou des villages alentours. Alors là, j'étais ébloui parce que chez nous, ici, enfin en France en tout cas, on a tendance à faire grève quand on vire les gens. Mais là, on fait grève quand on les embauche. C'est une sacrée différence déjà. Mais est-ce que vous viendra à l'esprit une différence? Parce que là, on va dire que c'est une différence de réaction et pas une différence d'action proactive, enfin, pour porter un projet, par exemple. Est-ce qu'il vous viendrait à l'esprit, là, tout à trac, un exemple significatif de différence de comportement pour construire un projet, par exemple? Moi, je pense que c'est une... On ne peut pas parler de différence, mais plutôt d'écart et de perception et de regard par rapport à un monde, à une action. Je pense que les finalités sont totalement opposées. Il y a la volonté d'un côté de maximiser en fait le profit, d'aller au plus vite vers le gain. D'un autre côté, il y a des considérations éthiques, sociétales qui sont beaucoup plus importantes. Les actions sont orientées vers à la fois une satisfaction, bien évidemment, économique, mais pas que. Il faut à la fois faire cohabiter des ensembles et des dynamiques qui parfois semblent opposés, mais ne le sont pas. Si vous voulez, les équilibres sociétaux sont toujours la source d'une pérennisation économique. Alors, en termes de comportement, ça se manifeste comment? Mais le rapport au temps. Le rapport au temps, l'urgence est très présente dans les sociétés dites occidentales et dans le modèle économique dominant. Alors que le temps long permet de construire, permet à la fois de voir grandir et permet d'agir sereinement. C'est la différence entre l'agitation et l'action raisonnée. Elle est là la principale, je dirais, différence, singularité. Bon, je suis en train de chercher mes notes parce que mon imprimante était en panne, mais je ne la retrouve pas. Mais puisque vous parlez du temps long, on va faire une petite digression par le Maroc, qui s'inscrit dans le temps long, parce que depuis 25 ans que Sa Majesté Mohamed VI est là, il a inspiré et donc fait exécuter aussi quand même, par les différents gouvernements, des grandes actions stratégiques, par exemple la construction de la filière aéronautique, la construction de la filière automobile, le port de Tanger-Med qui est devenu en quelques années le premier en Méditerranée en Afrique pour les conteneurs. Et donc tout ça grâce au temps long. Et vous dites c'est un élément fondamental de la différence, si on emploie ce mot, entre... Alors, vous avez créé l'Institut de l'Africanité. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? L'Institut de l'Africanité, c'est un cercle de réflexion, de formation et d'action. Il y a un côté très pragmatique. Ça rassemble à la fois des universitaires, des artistes, des gens de la société civile qui ont cette volonté de changer la donne, de penser à l'Afrique de manière différente, de donner la voix à des personnes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, qui sont éloignées des cercles de pouvoir ou des cercles élitistes. Il y a à la fois cette capacité à organiser, également à proposer et à mettre en avant des solutions africaines innovantes qui sont à la fois totalement, très souvent ignorées ou mises à l'écart. Si vous voulez, ces solutions, elles réclament aujourd'hui un statut accès à l'universel et non plus ce statut d'être à la périphérie. L'Afrique a des solutions. L'Afrique est intéressante. L'Afrique, il faut la considérer. Aujourd'hui, elle devient centrale. Et il faut, ici en Europe, s'intéresser à ce voisinage qui est foisonnant, qui propose à la fois des choses qui peuvent être susceptibles d'être intéressantes, mais également sur lesquelles on peut construire et co-construire ensemble. C'est un petit peu les principales missions de l'Institut de l'Africanité. À cela, il convient d'ajouter une volonté de favoriser les mobilités internationales des jeunes chercheurs, parce que nous adhérons pleinement à cette volonté de créer du mouvement pour à la fois partager les savoirs, pour bénéficier d'écosystèmes, des écosystèmes ici en Europe, mais également au Maroc, bien évidemment, dans des secteurs
porteurs d'avenir. Vous avez cité l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, l'industrie ferroviaire, mais également l'énergie, dans les énergies renouvelables, puisqu'aujourd'hui le Maroc est une puissance énergétique et la France a tout intérêt à travailler en bonne intelligence avec le pays et pour devenir une puissance afro-méditerranéenne ou afro-européenne. Oui. Alors, je vais donner l'adresse du site, c'est www.idafricanité, enfin, il n'y a pas d'accent évidemment, .com, idafricanité.com. Mais déjà, quand même, vous savez, les journalistes aiment bien les exemples. Vous dites, c'est un lieu où se forgent les idées nouvelles et des solutions stratégiques. Exemple. Bien, pour vous donner des exemples de la valorisation, nous avons édité 2 ouvrages, Africa Positive Impact aux éditions MS, et le second, c'est en 2025, Afrique ingénieuse et talentueuse. Alors, nous citons de mémoire l'exemple d'M-Pesa. M-Pesa, c'est la bancarisation de tout un pays, avec une solution numérique digitalisée, ce qui est un exploit. Vous bancarisez pratiquement, quasiment toute une population qui n'a pas l'habitude, qui n'a pas le réflexe de la banque. Grâce au numérique, vous faites ce qu'on appelle un saut de grenouille, qui permet de passer le leapfrog américain. Je sais que vous n'aimez pas trop les termes anglo-saxons, mais il permet véritablement de montrer cette montée en gamme, cette phase qui est sautée, qui permet d'accéder à une industrialisation du futur qui est écologique. Je peux également citer au Maroc la voiture Ami, qui est une voiture qui a été conçue et pensée, fabriquée par des ingénieurs marocains grâce au laboratoire Stellantis, donc bénéficier de ce maillage, de cette complémentarité entre 2 univers, fabriquée à Kenitra et commercialisée en Europe. Oui, alors pour nos téléspectateurs, vous avez cité Stellantis, il y a Renault également. Il faut savoir que sur le site industriel qui jouxte le port de Tanger-Med, la zone industrielle, s'est installé Renault il y a une dizaine d'années. Et avec vous, l'industrie automobile, justement, marocaine, produit aujourd'hui 700 000 voitures par an. Et c'est devenu le premier poste d'exportation du Maroc devant les traditionnels phosphates. Tout à fait. Donc c'est une vraie réussite, absolument. Quoi. Mais comment vous avez dit s'appelle la voiture? Ami. Ami. Comme un ami? Oui. Ah, d'accord. Bah, c'est un joli mot déjà, un joli nom. Oui, pour me dire sur le cas de Renault, Renault depuis 2005, c'est 4 millions d'automobiles fabriquées sur le territoire. Surtout vendues en Afrique. Exportées également. Exportées en Afrique. Et en Europe. En Europe aussi. Exactement. D'accord. C'est 20% de la production globale du groupe. Alors, il y a quand même un problème, Soufiane, auquel il faut penser, vous, en tant que penseur, en tant qu'universitaire, puisque vous avez votre premier bouquin, d'ailleurs, fédérait une trentaine d'auteurs universitaires que vous avez coalisés, dirigés. Bon. Il y a quand même un problème. Il y a une dizaine d'années, j'interviewais son Excellence Moulay Hafid El Alami, ministre de l'Industrie, qui était initiateur de tout ça. Et je dis, Monsieur le ministre, quand s'arrête la coproduction pour devenir une délocalisation? Parce que là, avec les voitures, vous en êtes à 60-62% de contribution locale. C'est comme alors que l'industrie automobile française a des problèmes. Et, certains syndicats pourraient dire attention, on arrête les frais parce que voilà, on délocalise notre savoir-faire. Parce que 60 c'est beaucoup. Mais alors le ministre m'avait répondu, mais il n'y a pas de limite, évidemment. Du point de vue marocain, forcément. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il serait raisonnable Moi, je pense qu'il faut entrer dans l'ère, nous sommes entrés dans l'ère de la co-industrialisation et que la phase de la colocalisation est hyper importante, mais que nous allons tourner la page progressivement des unités d'assemblage ou de ce qu'on appelle une délocalisation classique. Il faut monter en gamme. Bien évidemment, il y a des intérêts stratégiques des 2 côtés. Il faut trouver cet équilibre. Et nous pouvons parfaitement profiter de cette demande qui est très importante en Afrique subsaharienne, profiter de cet environnement, de cette zone économique qui sera la plus grande zone économique du monde. Donc fortement des demandes, une classe moyenne, la production ne pourra que suivre, mais la fabrication également. Donc il y a un marché, il y a des opportunités qu'il faut être en capacité à saisir. Il faut qu'on apprenne le langage de l'intérêt commun. Oui. Alors justement, le bien commun, l'intérêt commun, bon.
franco-marocain en l'occurrence. C'est un des thèmes de l'article que vous avez livré à Africa Press il n'y a pas très longtemps, mais juste après, c'était début novembre, après le voyage d'État de M. Macron chez vous au Maroc. Et vous vous félicitez évidemment des contrats qui ont été passés, parce que, on va dire que ce sont les contrats de la réconciliation. Il y en a quand même pour une dizaine de milliards d'euros. Certains observateurs disent que, en fait, c'est plus que ça. Bon, en tout cas, déjà 10, c'est bien. Mais moi, une chose qui m'intéresserait et qui m'interroge, c'est comment on peut co-construire une démarche stratégique de coproduction, parce que juste, on se partage la chaîne de valeur, voilà, bon, très bien. C'est un peu court. Si on a une vraie ambition continentale pour le coup, ce serait quoi, selon vous ? Alors, le concept clé, c'est la complémentarité renforcée. C'est essentiel. Aller vers la coopétition. C'est à la fois être concurrent, mais également partenaire, puisque le Maroc, dans certains domaines, est concurrent de la France. Il ne faut pas le cacher, il ne faut pas l'ignorer. Par contre, dans d'autres secteurs d'activité, nous avons tout à gagner à travailler ensemble, intelligemment. Il y a des expertises à croiser, il y a des expertises à co-construire ensemble, bien évidemment, pour s'orienter encore une fois vers surtout le continent, mais pas que. Le Maroc est un pont, est un lieu de passage incontournable. C'est l'Europe, c'est l'Afrique, avec et autour et à partir du Maroc. Alors, pour répondre de manière un peu plus précise à votre interrogation, que faut-il faire? Quelles sont les conditions à remplir? Il faut identifier des secteurs sur lesquels nous sommes experts, nos domaines d'activité stratégique et d'excellence, tenter à la fois de concurrencer l'offre internationale des concurrents. Quels sont les concurrents? La Chine, la Turquie, la Russie, essayer d'être le plus attractif possible. Et je pense que pour être attractif, il faut impérativement consolider l'aspect humain, la consolidation, le développement des compétences humaines. Elle est là notre différence, elle est là notre singularité. C'est véritablement un petit peu la vocation et l'orientation, en tout cas de nos engagements à l'Institut de l'Africanité. Former les jeunesses africaines pour réussir le partenariat stratégique avant-gardiste entre la France et le Maroc, il est impératif d'embarquer les jeunesses africaines. Ce serait une erreur de considérer uniquement la dimension économique. Vous avez cité le chiffre tout à l'heure qui est quand même assez important, 10 milliards de dollars, c'est quand même une somme considérable, même si effectivement on peut considérer que c'est peut-être un peu plus. Mais la dimension économique et business est essentielle, mais il est fondamental, encore une fois, de former les hommes pour pérenniser, pour créer une prospérité partagée. La créativité de richesse seule sera inefficace. Tôt ou tard, sera source de Quand vous parlez, alors là, je vous taquine un peu parce que, évidemment, la formation, quand on est universitaire, bon, d'accord, ça va un peu de soi. Et deuxièmement, en même temps, vous êtes très français parce que le premier qui a mis l'accent sur la richesse humaine, c'est Jean Bodin, au XVIe siècle. Il n'est de richesse que d'homme. C'était sa maxime. Et vous voyez que, finalement, on n'invente pas grand-chose de nouveau dans le monde du management. Oui, alors, je comprends un petit peu votre... Je taquine. Oui, votre provocation, avec beaucoup de bienveillance, bien évidemment. Bien sûr. Évidemment. J'ai été formé à travers cette maxime que vous avez citée, c'était l'introduction de mon ouvrage de ressources humaines. Je ne vois pas d'autres variables. Non, il n'y a pas d'autres. C'est la variable la plus importante. Ce qui est nouveau, par contre, c'est la manière d'appréhender cette formation humaine. C'est-à-dire que la formation, elle doit être en phase, en adéquation avec des réalités. Et c'est là où nous apportons une véritable valeur ajoutée, une singularité. Une formation avec deux niveaux. Alors le premier, le type de formation devrait s'adresser à des cadres ou des dirigeants d'entreprises, des décideurs, ici, en France, qui ont la volonté de connaître, d'investir dans l'environnement des affaires africains qu'ils ne connaissent pas assez. Exact. Et ce qui serait totalement novateur, c'est ce que nous tentons de faire, c'est d'amener des expertises africaines, notamment marocaines, ici, et de proposer une offre de formation totalement originale. Soufiane, puisque vous êtes légitime à le faire, moi je me permets de vous suggérer, d'en parler à M. Mohamed El-Khattani, le PDG de la Tijari Wafa Bank,
puisqu'il préside aussi le club des dirigeants franco-marocains, qui existe d'ailleurs depuis Villepin. J'avais assisté à la création. Donc. Et donc, pour organiser des partenariats inter-entreprises pour les jeunes diplômés qui viennent faire des stages, parce que le réseau africain n'est pas assez dense pour accueillir tous les diplômés. Par exemple, vous, le Maroc, vous êtes devenu un centre de fixation, d'attraction des jeunes francophones, genre le Sénégal, etc. Vous êtes devenu un pôle de formation important, je crois à l'université de Marrakech d'ailleurs. Donc il y avait un patron du MEDEF International il y a quelques années, qui est un Africain, je n'ai pas son nom en tête, mais qui avait proposé cette idée d'accueillir des jeunes diplômés africains, bon, notamment marocains. Vous devriez reprendre ça à votre... C'est ce que nous faisons. Ah bon, ben, formidable. Oui, nous favorisons ces mobilités à travers des bourses de mobilité qui sont octroyées d'ailleurs par les ambassades de France, du Maroc et du Cameroun. Et je remercie ici l'ambassadeur Christophe Lecourtier, également Thierry Lemarchand, qui ont adhéré très tôt à la démarche et qui nous ont soutenus. Nous en sommes à la 20e bourse de mobilité octroyée. Alors c'est très bien, bravo. Et alors, au plan académique, vous travaillez sur quel sujet actuellement ? Alors, les sujets, ce sont des sujets d'actualité, ce sont les défis planétaires, mais encore une fois, en tentant de renverser les perspectives et les prismes, c'est quelles sont les solutions apportées et portées par le continent africain à ces défis planétaires. C'est à la fois valoriser cette notion, ce concept d'africanité qui permet de décrypter un monde nouveau. L'Afrique, aujourd'hui, elle fait un retour sur une scène internationale. Elle a été pendant très longtemps ignorée. Et le fait qu'elle soit convoitée, qu'il y ait une forme véritable de ruée vers l'Afrique, ça permet de porter un regard totalement nouveau. Il y a des conditions et des défis démographiques totalement inédits. Vous le savez très bien que c'est le continent le plus jeune de la planète, avec une jeunesse qui est à la fois une jeunesse de rupture et de transformation. D'autres pays, d'autres régions connaissent l'inverse, un hiver démographique. Vous avez également des défis géostratégiques hyper importants. Il y a également des défis en termes scientifiques où l'Afrique souhaite contribuer au monde. Tous ces phénomènes, toutes ces dimensions font qu'à un moment donné, il faut impérativement trouver de nouvelles clés pour comprendre le monde. Et nous pensons que l'africanité est un concept d'aujourd'hui, mais également d'avenir. Moi, je suggère encore une fois de voir comment on peut appliquer le concept d'africanité. D'ailleurs, c'était le titre de votre dernier texte, à la coopération, la coopétition franco-marocaine. Parce que finalement, tout est inventé dans cette affaire, d'un point de vue structurant, pas seulement les opportunités d'affaires. Mais... Il faut consolider, il faut créer un écosystème avec une dynamique véritablement qui s'insère dans un temps long, encore une fois. Oui, les actions sont à inscrire, à pérenniser. Et pour obtenir cette pérennité et également cette prospérité qui doit être partagée, il faut embarquer des acteurs nouveaux, avec des institutions nouvelles et des partenaires financiers. C'est très important. Et pour l'Institut, vous avez des soutiens, vous avez trouvé des sponsors? Vous en cherchez encore? Nous en cherchons bien évidemment encore, et c'est là où je réclame, je demande l'appui beaucoup plus important de ces partenaires qui ont signé énormément de contrats, notamment au Maroc, d'investir davantage, de manière beaucoup plus importante. Ils le font, mais encore d'accroître ces sommes. Les grandes entreprises, parce que souvent, mais il peut y avoir des ETI aussi. Tout à fait. Qui sont bien portantes, il en existe quand même. Qui vous accompagneraient, qu'est-ce qu'elles auraient en contrepartie? D'abord, la satisfaction de participer à un projet qui est porteur de sens, parce que s'intéresser aux jeunesses africaines, c'est s'intéresser quelque part à une forme de sécurité ici en Europe. Nous savons très bien qu'il y a une forme de phobie de l'immigration, qui est une crainte, une peur, qui est alimentée par des imaginaires, mais vouloir hérisser, construire des barrières pour bloquer cette immigration, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. L'Europe met des milliards pour lutter contre l'immigration. Je pense que l'Europe devrait investir plutôt dans des formations à la jeunesse, parce que plus vous formez ces jeunesses, plus elles se fixent sur place. Il faut fixer les talents pour éviter à la fois leur fuite, leur pillage, mais également considérer les équilibres. Parce que les échanges, quand ils sont asymétriques, ils sont forcément source de perdition,
perte de repères et de troubles. Vous voulez encore évoquer quelque chose? Il nous reste 1 minute. Vous remercier merci. pour la qualité de l'échange, votre invitation. Merci d'être venu. Et au plaisir de se revoir. Soufiane. Et à une prochaine fois. Merci Quand Alfred. vous avez une actu, faites-le nous savoir et on verra si on peut vous accueillir rapidement. Bien évidemment. Avec plaisir. Merci à tous. On se retrouve dans 15 jours.